In occasione dell'omaggio che in questi giorni il LAC sta dedicando a Thiago Rodriguez, siamo qui con il regista, performer, scrittore e produttore, che ha, secondo noi, cambiato proprio le sorti del teatro contemporaneo. Ha portato delle enormi novità, nasce all'inizio della sua carriera in alcuni importanti collettivi, in Belgio, in Portogallo, e poi diventa improvvisamente un importante direttore di istituzioni importanti come il Teatro Nazionale di Lisbona e adesso al Festival di Avignone. Ti chiederò in seguito che differenza c'è lavorare nei collettivi e lavorare come direttore di enti pubblici così importanti e se ci sono delle convergenze, magari è una domanda che ti faccio dopo. Però io vorrei partire dal presente, Thiago. Siamo in una situazione geopolitica molto complicata, soprattutto amplificata dalle elezioni americane. Ucraina, Russia, Palestina, Israele, Ruanda, abbiamo Congo, abbiamo molte guerre intorno a noi, la realtà è spaventosamente ritornata a parlarci, istanze che sembravano dimenticate del Novecento, che noi avevamo quasi ingenuamente pensato di dire una specie di addio al Novecento, sembra essere tornate in una maniera anche inquietante. E il teatro come può mettersi di fronte a tutto questo? Il teatro che tu immagini, come può parlare, che strumento può essere ancora oggi? Bon. Je suis désolé de ne pas répondre en italien, que je comprends à peu près, mais que je ne peux pas parler d'une façon qui est acceptable pour vraiment accompagner la pensée. Mais grazie mille per l'invitazione et pour la question. C'est vrai que nous vivons un temps où il semble que il y a une espèce de, surtout on est en 2025, on parle en 2025, on est enregistré, mais peut-être on est écouté dans quelques années, peut-être on est écouté demain, mais en parlant maintenant en 2025, je pense qu'on partage beaucoup d'entre nous dans le monde, certainement beaucoup de gens liés à la culture, on partage une perplexité, une espèce de sidération. Il y a énormément de chocs sur le retour en arrière de beaucoup de conquêtes, libertés, droits qui sont aujourd'hui menacés. Il y a une vraie menace à l'idée même de démocratie comme organisation sociale et il y a aussi cette dimension surtout après l'élection de Trump, mais qui est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe depuis des années. Mais il y a une espèce de sidération, on est un peu paralysé. Et il faut réapprendre à comment résister et à comment participer dans la démocratie qui est encore là, pour la rendre vivante et forte et proche des gens. Je pense que face à ce contexte actuel, il y a d'un côté le besoin de se poser des questions sur ce qui peut la culture, ce qui peut le théâtre. D'un côté, continuer à dire ce que je défends, que le théâtre n'a pas besoin d'avoir un rôle social, n'a pas besoin d'avoir une fonction. La création théâtrale, elle doit exister parce qu'elle fait partie de l'aventure humaine et que la responsabilité de comment bénéficier du rôle qui peut avoir le théâtre est à la société. Et là, toute l'importance de lieux comme le LAC, comme le Festival d'Avignon, qui sont des organisations, des institutions, des maisons, des festivals, des temps et des espaces qui organisent socialement et politiquement tout ce que le théâtre peut nous donner. On sait que le théâtre, il ne peut pas changer le monde, mais on sait qu'on ne peut pas changer le monde sans aussi le théâtre. Et c'est cette idée de continuer à défendre une idée de service public de culture proche des gens, de permettre ceux qui sont des conquêtes réelles, que le plus grand nombre et le public le plus divers peut accéder à la création théâtrale en protégeant la liberté et les moyens dont ont besoin des artistes pour créer, pour ne pas être dépendants, par exemple, de familles riches, du roi,
ou du pouvoir politique en faisant autocensure. On a besoin d'un théâtre qui peut se produire, qui peut se créer en liberté. Et c'est pour cela qu'on se dit il faut des institutions, il faut du financement, il faut que les artistes puissent travailler d'une façon qui après nous pouvons bénéficier collectivement. Et dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement continuer à se battre pour un service public de culture qui met la culture, la création artistique au cœur de la citoyenneté et de la démocratie, mais aussi se rappeler de l'énorme chemin déjà parcouru. La démocratie, ou les démocraties notamment européennes, ont permis que des gens comme moi, un petit-fils de quelqu'un qui avait un bistrot et qui vendait du fromage, est aujourd'hui directeur du Festival d'Avignon. C'est une histoire démocratique. Que quelqu'un qui ne vient pas nécessairement d'une famille aisée, ou que quelqu'un, et je ne parle pas seulement de moi, que des artistes ou des spectatrices, spectateurs qui sont nés dans un petit village, ont eu un jour contact avec le théâtre et peuvent aujourd'hui être des citoyennes, des citoyens qui aiment le théâtre, qui pratiquent le théâtre, qui voient le théâtre, qui ont bénéficié de cette énorme puissance qui est la création artistique dans nos vies. Cette idée, je pense qu'il faut la revendiquer. Il faut dire que les démocraties européennes, bien ou mal, ont, beaucoup d'entre elles, fait un chemin énorme qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qu'il y a 100 ans, jamais auraient la possibilité d'aller au théâtre, de bénéficier du théâtre, et qui le font aujourd'hui, grâce à une idée démocratique de service public de culture. Ça, il faut le revendiquer. Il faut connaître son histoire. Il ne faut surtout pas accepter la prémisse mensongère des discours populistes, antidémocratiques qui disent « mais là, c'est juste de l'argent pour qu'ils font n'importe quoi, qui n'a aucun contact avec ce qui pense le peuple, ce qui a besoin le peuple ». Tout au contraire, tout au contraire. S'il y a un service public qui est proche des gens, parce qu'il est par nature ouvert au public, ce sont les théâtres. Si un maire d'une ville, si un Premier ministre veut connaître son peuple, oui, il peut aller à l'école, oui, il peut aller à l'hôpital, mais il faut absolument qu'il va au théâtre. Parce que les patronnes, les directrices ou les directeurs de théâtre, ils connaissent son public, ils sont là au foyer, ils parlent aux gens. Et on voit à quel point un public peut être beaucoup plus divers que ceux qu'on dit, ou la perception qu'on essaye de créer, que c'est que des élitistes bourgeois qui vont au théâtre. Mais regardez le travail qu'ils font les théâtres avec la jeunesse, avec les écoles, avec les publics éloignés. Et dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, face à cette menace, à cette sidération, à ce discours que se libère et qui est une espèce d'archéologie des discours soit fascistes, soit totalitaires, pas seulement fascistes notamment, totalitaires, autocratiques, qu'on a connus pendant le XXe siècle et qu'aujourd'hui on voit jouer autrement, mais quand même c'est la même partition, elle est jouée autrement. Face à ça, il faut aussi d'autres narratives. Et il y a une narrative très très puissante, qui est la narrative démocratique. Tout ce que la démocratie a amené aux gens, toutes les libertés, tous les droits que la démocratie a dans ses plusieurs formes, parce que la démocratie a cette idée de pluralité, et elle peut être interprétée et construite différemment dans différents pays, mais tout ce qu'elle a amené aux gens, même des choses qui aujourd'hui, même les discours plus antidémocratiques revendiquent comme quelque chose qui doit exister. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut connaître son histoire, il faut revendiquer le patrimoine. Et quand on dit « avant c'était mieux », d'une façon de dire que maintenant c'est pas bien, il faut dire qu'avant c'était mieux parfois, et avant c'était beaucoup plus pire parfois, et il faut connaître son histoire, il ne faut pas essayer d'accepter ces généralisations, et il faut aussi revendiquer l'avant. Le patrimoine n'appartient pas au nationalisme autocratique. Le patrimoine nous appartient aussi à nous. Le Festival d'Avignon, par exemple, 80 ans de patrimoine, de décentralisation, démocratisation, une aventure qui est née après la Deuxième Guerre mondiale, dans une société très polarisée, qui fait penser à la société d'aujourd'hui, aussi très polarisée.
Et il est inventé par Jean Vilar à un moment, peut-être ça c'est mon interprétation, et peut-être ça me convient, mais je parle d'interpréter le patrimoine, il faut que je le fasse. C'est mon rôle aussi en tant qu'actuel directeur du festival, d'essayer de comprendre à ma manière, ou à notre manière, avec toute une équipe, le passé du festival. Et le festival, il est créé à un moment où on veut affirmer que ne pas être d'accord peut être positif. Que dans une société divisée, il faut se rappeler qu'en démocratie, le fait que toi tu penses une chose et moi je pense le contraire et qu'on peut parler sur cette chose, ça c'est extrêmement riche. Et aujourd'hui, on vit dans une société où il est très difficile d'être en désaccord. On voit dans les médias, on voit dans le discours public, entre élus, entre gens politiques, on voit dans les journaux, on voit dans les cafés à quel point être en désaccord et être violemment cassé l'un de l'autre. Alors en démocratie, c'est tout le contraire, et je pense que là, oui, le théâtre peut avoir un rôle, parce que le théâtre est une expérience collective où des gens très différents arrivent, et en plus des inconnus, on s'assoit l'un à côté de l'autre, sans se connaître, pour voir le même spectacle de théâtre comme des égaux. Là, il y a une expérience collective et présente, physique. On est vraiment dans la salle ou dans l'espace théâtral. Et quand c'est fini, on récupère notre différence et on discute comment on pense différemment de cette chose collective, commune qu'on a vécue. Je pense que ça, c'est au cœur de l'aventure que Jean Vilar propose en 1947 pour le Festival d'Avignon, de penser que, oui, le théâtre peut avoir un rôle dans la cohésion sociale, en démocratie, qui dit, oui, on n'est pas d'accord, on est différent, mais parce qu'il y a des expériences collectives qui sont subjectives, on peut avoir des différentes opinions, et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que la première fois que j'étais au Festival d'Avignon, qui est cette ville qui se transforme totalement en république du théâtre, voir les gens se battre à voix haute, très engagés dans les terrasses entre un spectacle et l'autre pour dire non mais je ne suis pas d'accord, cette scène, et avec un sandwich, en mangeant rapide pour aller vers le prochain spectacle, en discutant le précédent. Et ce débat-là, ce dissensus, je le trouve tellement passionnant et fertile et démocratique que je pense que oui, pour répondre tout simplement à ta question, même si le théâtre n'a pas besoin d'un rôle pour exister, parce qu'il est, tout simplement, il fait partie de l'aventure humaine, je pense que nous, si nous nous organisons bien, le théâtre peut avoir pour nous, la société, ce rôle de cohésion sociale et de nous rappeler qu'un débat, c'est ce qui nous empêche de nous battre. On fait le débat pour ne pas se battre. On exprime notre désaccord, notre dissensus pour offrir quelque chose à la société. Pas ton idée, pas mon idée, mais une troisième chose qui est ce qu'ils peuvent penser les gens de notre discussion. Un po' come la tragedia, no? Diverse opinioni e poi in qualche maniera una libertà. Pluralité d'interprétation d'une œuvre d'art, c'est ce qu'on a besoin aussi dans la société. On se met d'accord sur des expériences communes, quelques valeurs communes, mais après on peut être en désaccord sur tout le reste pour nourrir ce commun. Partiamo un po' dal tuo modo di far teatro. Ne hai appena parlato, cioè quindi rimetti la comunità al centro, no? In qualche modo il rapporto è con la comunità, no? Sia il rapporto con gli attori, con la tua scrittura, lo spazio scenico, il pubblico. Tu cerchi di ricreare una comunità, almeno per quel momento, un modo di parlarci. È un metodo o lo cambi di volta in volta? Come arriva uno spettacolo? Come pensi al prossimo spettacolo? Le point de départ d'un spectacle pour moi est toujours double. Je n'ai pas de thèse, je n'ai pas de doctrine, mais en regardant comment j'ai fait, je vois qu'il y a des choses en commun. Et le point de départ est toujours le même. D'un côté, il y a une préoccupation ou une urgence, un sujet qui m'occupe. Et parfois, il y a des sujets qui me préoccupent, mais que je pense, ah, ça, ce n'est pas matière pour une pièce de théâtre, c'est juste personnel, c'est le citoyen. Mais parfois, il y a des choses que soit personnellement, soit politiquement me préoccupent et que je pense, là, il y a matière pour une pièce de théâtre. Et après, d'un autre côté, c'est avec qui je veux travailler. C'est le privilège, mais aussi la responsabilité de pouvoir inviter. Quand on fait du théâtre, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est très personnel, très social, comme tu sais. C'est en vivre ensemble.
Chaque projet de théâtre, c'est une espèce de communauté éphémère qui après va s'élargir quand le public arrive, mais c'est une petite ville pour faire une pièce de théâtre. Soit à 3, soit à 400, mais c'est toujours une vie ensemble. Et alors je me demande avec qui je veux vivre un peu ensemble. Et quand j'ai la réponse aux deux questions, quel est le sujet qui m'occupe et avec qui je veux travailler, normalement il y a des connexions comme ça. Par exemple, quand j'ai décidé de créer Katharina et la beauté de tuer des fascistes, évidemment le sujet qui m'occupait c'était évident, la menace de l'ascension de l'extrême droite, notamment au Portugal, et la menace à la démocratie et la question de la violence et du dilemme, du paradoxe de comment réagir démocratiquement ou pas démocratiquement face à ceux qui menacent la démocratie. Et il y avait un groupe de personnes avec qui je voudrais travailler, et clairement, ils étaient concernés du sujet aussi. Et on discutait entre nous de ces questions-là, et j'ai pensé, j'ai cette idée pour une pièce, je voudrais travailler cette question, j'ai ce groupe de gens, et quand cette coïncidence est là, il y a un projet qui démarre. Actuellement, je travaille sur une pièce qui s'appelle La Distance, et avec La Distance, qui traite de 2077, un père sur la planète Terre et une fille sur Mars. La question d'être père et des prochaines générations, c'est une question qu'avec l'acteur sénégalais Adama Diop, avec qui j'ai travaillé par le passé, on discutait beaucoup parce qu'il enseigne aussi à l'école de théâtre, il a créé une école de théâtre à Dakar, alors on discutait de cette idée de transmission. On est aussi tous les deux des étrangers en France. Il y a cette question de la distance vis-à-vis de nos parents à nous. Et on est des parents, on a des enfants. Et on discutait de ça et soudain, il y a cette idée qui commence à se formuler. Et après, le reste de l'équipe, ça a rassemblé. Mais il y avait quelqu'un avec qui je veux vivre et un sujet qui nous connectait, qui nous préoccupait. Et c'est ça qui a donné origine à ce spectacle qu'on va commencer à répéter bientôt. Alors c'est toujours ça, il y a quelque chose dans l'air du temps ou le quotidien qui m'occupe en tant qu'être humain, citoyen, et il y a un parcours professionnel à côté des gens qui peuvent parfois avoir les mêmes préoccupations, les mêmes questions, pas nécessairement les mêmes réponses, mais l'intérêt à travailler des sujets, et c'est comme ça que ça démarre. Après, j'écris pendant les répétitions. Alors l'idée de débat, elle est vraiment au centre du travail. J'arrive au début des répétitions avec 2-3 pages de texte qui normalement seront jetées à la poubelle très rapidement, mais qui sont le point de départ pour presque un jeu d'enfant, une invention collective de qu'est-ce qui pouvait se passer, c'est quoi la prochaine scène. Ah, tu veux jouer ce rôle-là? Ah, mais attends, laisse-moi, je vais écrire quelque chose demain matin et je t'amène pour voir comment. Et c'est vraiment comme des enfants qui essayent de mettre tous les jouets pour commencer à jouer quelque chose, mais tous les objets, dans tous les endroits, et on discute. Et alors, c'est par couche de temps et de travail. On commence par ce débat, je commence à amener des scènes, on commence à les discuter. Après, on commence à les apprendre par cœur, tandis que les prochaines scènes, je commence à les écrire. Et peu à peu, la pièce commence à émerger. Après, on commence à travailler debout, on a déjà le décor, mais je n'ai pas encore écrit la fin de la pièce. Et c'est par couche, et normalement avec la possibilité d'avoir déjà moitié du spectacle, les costumes, la lumière, ils jouent déjà sur scène, et l'autre moitié de la pièce n'est pas encore écrite. Ça veut dire que j'ai l'opportunité de savoir comment un certain comédien va jouer un rôle avant que je finis d'écrire le rôle. Et ça veut dire que les comédiens, toute l'équipe participe au débat, mais après, la façon de jouer des comédiens me donne aussi un chemin sur comment finir la pièce. Et dans ce sens-là, c'est un travail très collaboratif et en même temps très joyeux et parfois un peu d'adrénaline parce que ça veut dire que 3-4 jours avant la première, normalement, j'écris la fin de la pièce. Et ils doivent apprendre par cœur rapidement, mais en même temps, il y a collectivement une propriété sur tout le matériel. J'ai rien à transmettre, on l'a inventé ensemble. J'ai
j'ai un regard extérieur qui peut aider, mais en fait, je n'ai pas besoin de dire à un comédien ou à une comédienne « il faut que tu joues comme ça parce que moi je sais mieux ». En fait, j'ai écrit pour leur façon de jouer, pour leurs propositions. Ils sont vraiment… il y a une idée de… Bon, moi j'ai écrit, mais eux, ils écrivent le sens du texte que moi j'ai écrit. Et après, j'ai écrit en sachant quel sens il donne à mon texte, et j'écris de nouveau. Et c'est comme un roman épistolaire, c'est comme des lettres d'amour. J'écris une scène, et quand ils jouent, ils m'écrivent une lettre, et après, je vois comment ils jouent, j'écris une nouvelle scène, et c'est ma lettre, et après, on s'écrit des lettres comme ça, c'est une correspondance. Eppure nei tuoi spettacoli certi temi comunque escono fuori, no? Nonostante questo continuo scambio. Appunto hai parlato di violenza che anche in Catarina esce in maniera molto evidente, in altri spettacoli è più esterna, però in qualche maniera esiste, no? È sempre lì. È un altro tema che io vedo spesso nei tuoi spettacoli emergere in una maniera molto problematica, il tema della memoria, no? C'è una memoria, spesso una memoria personale, vera o non vera non so, una memoria storica riguardata dal presente verso il passato. Ci sono delle memorie letterarie anche spesso. Come mai questo, insomma, come mai è molto evidente il tema della memoria, è molto importante nel teatro. Come lo utilizzi? No? Vedo che c'è una stratificazione nel tuo modo di utilizzare la memoria, no? Non è mai uno sguardo al passato, è sempre un'azione, no? Come strutturi il tuo rapporto con la memoria teatrale, repertorio, fuori dal repertorio? C'est précisément ça que tu viens de dire. Je pense que c'est cette idée de considérer que la mémoire est un geste du présent. Ouais. La mémoire, ce n'est pas le passé. La mémoire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le passé. Et une partie de la mémoire, c'est ce qu'on se rappelle du passé, ce qu'on connaît du passé. Une autre partie de la mémoire, c'est ce qu'on interprète du passé, ce qu'on pense qu'il doit signifier aujourd'hui. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'il y a une dimension extrêmement théâtrale, dans le sens qu'au théâtre, on est toujours, comme disait Heiner Müller, en dialogue avec les morts, on est toujours en dialogue avec Tchekhov, ou avec notre grand-mère, ou avec le texte qu'on vient d'apprendre, et qui est dans notre tête. Alors, il y a un jeu de mémoire en succession au théâtre. C'est vraiment un espace où le présent est nourri par la mémoire du passé, mais cette mémoire, elle est extrêmement présente. Moi, je pourrais défendre que le théâtre est un exercice de mémoire, toujours. Chaque geste au théâtre, c'est un exercice présent aujourd'hui qui se rappelle de quelque chose qui était déjà. Et dès que le théâtre est fini, il n'existe que dans la mémoire des gens. Et cette mémoire, elle est diverse, et elle est multiple, plurielle. Et dans ce sens-là, ce mécanisme de la mémoire, pour moi, je le trouve l'outil fondamental du théâtre. D'un autre côté, je pense qu'il y a la dimension politique de la mémoire qui est aujourd'hui extrêmement urgente et nécessaire. Pratiquer la mémoire aujourd'hui, ce n'est pas juste connaître le passé, c'est pratiquer la connaissance du passé. Pratiquer la mémoire, c'est par exemple pour moi savoir que si je peux aujourd'hui partir en Suisse pour jouer une pièce qui s'appelle « Catarina et la beauté de tuer des fascistes », ça dépend du fait qu'il y a eu des milliers de personnes qui étaient emprisonnées au Portugal pendant la dictature, qui ont risqué leur vie, leur liberté, leurs opportunités de travail, leur argent, leur famille, leur gagne-pain, pour qu'un jour, eux qui ne pouvaient pas le faire, auraient des enfants ou des petits-fils qui pourraient le faire. Alors, moi, je ne peux pas considérer que le droit que j'ai de venir à Lugano et de présenter une pièce qui parle, qui utilise le mot fasciste, par exemple, est quelque chose d'absolument naturel. Non, c'est le résultat de la souffrance de beaucoup de monde. Alors j'ai une dette envers ces gens-là. Alors quand je fais une pièce, je ne peux pas oublier que cette pièce naît d'un héritage et je dois payer mon dette le mieux que je peux, avec ma participation civique, politique, mais aussi mon travail artistique et la façon dont je me comporte avec les gens.
Je suis en train de payer une dette parce que la plupart des choses que je fais aujourd'hui, je peux les faire, j'ai la liberté et les moyens aussi de les faire, parce que des gens se sont battus, parce que après la révolution au Portugal, il y a eu un système public de santé, alors je n'ai pas tombé malade et mouru à l'âge de 5 ans. Parce que j'ai fait l'école publique au Portugal, j'ai pu lire des livres sans dépenser de l'argent et sans demander à mes parents de dépenser de l'argent en livres parce qu'il y avait des livres à l'école, parce qu'il y avait des théâtres, parce qu'à un moment donné, j'étais invité et financé pour faire ma petite première pièce. Tout ça ne serait pas possible en dictature. Alors je sais que tout ce que je fais, je suis aussi en train de payer une dette. Ça, pour moi, c'est clairement un exercice de mémoire. Si je pense que non, non, c'est comme ça que ça marche la vie, on peut librement exprimer nos idées. Ça, c'est d'une naïveté, mais aussi d'un oubli atroce. Il ne faut pas oublier que les libertés qui nous a offert la démocratie de participer dans la société, elles sont dans l'histoire de l'humanité toutes nouvelles, toutes nouvelles. Rien n'est acquis. Il faut se battre quotidiennement pour les garder et les développer. Et dans ce sens-là, je pense qu'il ne faut pas interpréter les menaces qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier à la démocratie comme quelque chose de nouvel. C'est le plus habituel et ce qu'en tant qu'être humain, on a toujours géré. Nous sommes le résultat historique de générations, des siècles et siècles et siècles et siècles de gens qui étaient opprimés. L'oppression par les plus puissants et les plus riches, ça c'est la norme dans l'aventure humaine. Nous sommes dans cette queue du comète qui commence à peine à se libérer. Et bien sûr, si on commence à se libérer, cette liberté, elle ne sera pas bienvenue par les puissants. Il faut continuer à se battre, mais il faut aussi garder une certaine notion de la mémoire. Si on pense, mais ça fait des siècles qu'on est libre et maintenant ils nous menacent, là je comprends, on pourrait être choqué, c'est inoubliable, c'est incroyable, c'est inacceptable. Mais non, c'est pas incroyable, c'est juste... Oui, c'est vrai que depuis, peut-être dans quelques pays, depuis les années 40, 50, il y a une sorte de liberté dans le continent européen, au Portugal un peu plus tard, fin des années 70, mais ou 70, on dit en Suisse, non pour la Suisse romande, fin d'année 70, mais ça fait 50 ans au Portugal. C'est une démocratie toute jeune, toute jeune. Il faut la laisser devenir vraiment adulte et la mûrir. Et alors je trouve que c'est normal qu'il y a cette menace. Je ne suis pas surpris qu'il y a cette menace. Malheureusement, elle s'accélère très rapidement. Mais quand on a créé ce spectacle, Katharina et la beauté de tuer des fascistes, c'était en 2020 et on se projetait en 2028. On est à mi-chemin et on parlait de cette ascension de l'extrême droite. Elle est en train de se confirmer, mais je pense qu'il faut continuer à faire voilà, le travail démocratique de participer à la société, de ne pas se laisser paralyser, de faire tout ce qu'on peut, de s'exprimer et surtout de pratiquer nos droits et nos libertés en disant que voilà, on les pratique aussi comme un geste, pour revenir à ta question, comme un geste mémoire. On les pratique parce qu'on sait qu'il y en a d'autres que pendant des décennies se sont battus pour que nous, on a pu avoir cette liberté. Alors il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à pratiquer cette liberté. Come mai hai deciso in Catarina che il personaggio di Catarina Marco, in qualche modo, non so, sembra, almeno a noi appare, colui che stermina la famiglia, no? la uccide, almeno così ci appare, rimangono il fascista e lui, poi noi non sappiamo bene che cosa succede, pistole non ne vengono usate, eppure ci sembra una cosa abbastanza terribile, al di là del fascista, che rimanga questo ragazzo sempre nel silenzio, con il suo rapporto con la musica, il padre le rondini, no? Che con un rapporto anche con una violenza in qualche maniera incamerata, digerita. Lo hai pensato così, è arrivato dopo? È lui o veramente lascia l'interpretazione degli spettatori il momento della morte o della possibile morte della famiglia?
Ouais, la mort de la plupart des Catarina, de la famille, je la laisse vraiment au public à interpréter parce qu'il y a plusieurs interprétations, qu'ils sont tués par quelqu'un de dehors, ou qu'ils s'entretuent, ou qu'ils sont tués par quelqu'un de dedans. Et ça, je trouve très intéressant parce que si on pense au problème du dilemme d'une démocratie qui est dans le doute de comment se défendre, si elle reste trop dans le doute, n'importe qui ira l'exterminer, soit de dedans, soit de dehors. Et ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se rappeler que, d'une façon ou d'une autre, si le doute se prolonge trop, ouais, là, on perd. Et ça, si on vient au XXe siècle, c'est l'histoire de l'ascension des fascismes. Il faut, voilà, bien sûr, il y a eu des marches, il y a eu des nuits menaçantes, mais quand même, soit en Allemagne, soit en Italie, le fascisme arrive d'une façon institutionnelle, invité soit par un roi, soit un chancelier, par des deals avec un système qui voulait se sauver, que voyait une menace et que commence à négocier, il ouvre la porte. Et dans ce sens-là, l'idée c'est que une démocratie, aujourd'hui, je pense, elle doit se poser des questions, elle doit nourrir le débat, mais elle doit aussi être déterminée dans les décisions qu'elle prend pour se défendre. Elle ne doit pas être sidérée, paralysée, effrayée. Il faut être... voilà, il faut qu'on se mette d'accord dans la société démocratique sur comment protéger la démocratie. Et si le doute s'éternise, ma prévision fictionnelle, je suis juste un artiste de théâtre, hein, je ne suis pas un commentateur politique, je ne fais pas de sciences politiques, mais je crois que si le doute prend trop longtemps, d'une façon ou d'une autre, il y a une espèce d'autodestruction. Après, avec Marco Mendonça, qui est le comédien qui joue le Catarina, qui entend de la musique, qui a une espèce d'isolement, qui fait penser poétiquement à une espèce d'autisme ou à difficulté de rentrer dans la norme de la lecture des situations et des autres, mais quand même qu'on comprend qu'il y a une vie intérieure qui fait sa lecture, et dans ce sens, c'est là que je parle d'autisme, dans le sens vraiment presque clinique, en décalage de la lecture des événements et des notions, mais avec la notion qu'il y a une vraie vie intérieure, une vraie compréhension, et que nous aussi, nous sommes en décalage et nous ne comprenons pas totalement. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y avait cette idée de différence, alors qu'il y a une idée de jeunesse, mais il y a plusieurs jeunesses dans la pièce. Les plus jeunes sont, soit on les reconnaît comme ça, ah ouais, c'est un jeune comme moi, j'étais un jeune. Et là, ah ouais, c'est un jeune comme toi, tu étais un jeune. Et là, Marco, pour moi, c'est un jeune comme, non, c'est un jeune comme juste Louis, et peut-être jamais avant. Peut-être c'est un jeune vraiment de notre temps, où il y a une espèce d'étrangeté, où il y a une espèce de ne pas accepter les codes et les façons de communiquer de son époque. Et je dois dire que je fais énormément de confiance à cette jeunesse que peut-être je ne comprends pas complètement, mais que je pense qu'il invente des mondes possibles. La question de la jeunesse est pour moi vraiment un trouble de plus en plus. De plus, je suis en train de devenir plus âgé. Le plus je pense à qu'est-ce qui va se passer avec des jeunes. Et les jeunes générations, d'un côté, je pense que dans plusieurs pays, ce n'est pas la vérité pour tout le monde, et peut-être c'est même pour une minorité, mais disons que dans des pays où il y a quelques droits et accès à des biens essentiels, je parle à des pays plutôt développés économiquement, il y a quand même une jeunesse qui a aujourd'hui accès aux biens, à un confort, à de l'information comme jamais dans l'histoire, mais en même temps qui ressent qu'il ne veut pas vivre mieux que ses parents. Et ça, c'est nouveau. Je ne sais pas
et je n'ai pas les datas pour dire est-ce que c'est concrètement vrai ou est-ce que c'est un ressenti. Mais le ressenti, la perception, elle est profonde. Ça a à voir avec la crise climatique, avec le manque de ressources qui s'approche, les catastrophes naturelles qui viendront, avec le déclin total, mais encore très puissant, d'une forme extractiviste d'être dans la planète et de finir les ressources pour le profit des plus puissants et en exploitant et la terre et les gens, même si nous savons que ça aussi va finir parce qu'il n'y en aura plus. Mais on voit comment, par exemple, Trump, aujourd'hui, il inverse ce qui paraissait une espèce de pacte international sur « OK, on va vers les énergies renouvelables, en rapport responsable avec la crise climatique, etc. » Et soudain, tout a complètement changé. On savait qu'il y avait déjà des tendances très puissantes, économiques et politiques, dans le sens inverse. Mais là, tout est remis en question. Et dans ce sens-là, je pense qu'on a une jeunesse qui a énormément de possibilités et qui n'y croit plus. Et ce paradoxe-là, de savoir qu'ils sont peut-être les premiers qui vont avoir des vies plus difficiles que ses parents, alors que historiquement, ce n'était pas toujours le cas, surtout quand il y a des guerres mondiales, etc., ou des famines. Mais c'est vrai que la tendance dans les derniers siècles, depuis la révolution industrielle, c'était de penser on fait un effort aujourd'hui pour que nos enfants vivent mieux. Et ils vont certainement vivre mieux, et ils vivaient mieux. Bien ou mal, plus ou moins libre, mais ils vivaient un peu mieux. Là, aujourd'hui, on sait qu'on fait des efforts, et on n'est pas sûr s'ils vont vivre mieux. On a même l'intuition que ça ne sera pas le cas, même si aujourd'hui, il y a encore l'accès à plein de choses qu'on n'avait pas années 90 ou années 60 ou années 30 du XXe siècle. Et ça, je pense que par rapport à la jeunesse, c'est un des grands questionnements, quelque chose qui m'occupe beaucoup et qui j'essaie de traiter, que j'irai traiter en théâtre et qui pour moi commence là avec cette figure de Marco. Marco est pour moi un peu cette jeunesse qui commence à voir le monde par un autre cadre et avec laquelle on a vraiment, c'est plus le conflit de génération normal, c'est plus profond que ça. C'est qu'on ne parle plus vraiment la même langue. Et cette jeunesse, elle m'intrigue, elle me passionne, et je pense que c'est de cette jeunesse-là, qui ne parle plus notre langue, que quelque chose de nouveau peut surgir. Grazie Tiago, grazie mille. Grazie.